Salut à tous, j'ai eu l'énorme chance d'avoir cette conversation avec le Rav Binyamin David du Mahon Poa. Le Mahon Poa est un institut israélien qui travaille depuis plus de 30 ans sur la rencontre entre les problèmes de fertilité et la halakha. Le Mahon Poa accompagne et soutient énormément de couples qui sont en recherche de solutions médicales compatibles avec leur judaïsme. Le Rav Binyamin David fait partie du Mahon depuis plus de 25 ans et il en est la face francophone. Dans ce premier épisode, on discute de l'histoire du Mahon Poa, sa naissance, et aussi des controverses qu'il a pu soulever. Cet épisode sera suivi d'un second où on a abordé des sujets plus précis comme l'avortement, la FIV et la GPA. Si vous avez aimé cette conversation, soutenez le podcast en allant sur Spotify, en le notant bien, participez au groupe Facebook, intégrez le groupe WhatsApp, partagez-le avec tous vos amis, et bonne écoute. Bonjour Abdali. Shalom Aleichem, bonjour. Voilà, merci beaucoup de participer à cet épisode. Et voilà, vous êtes le Rav Binyamin David, vous êtes Rav au Mahon Poa, dont on va parler tout de suite. Mais avant de se lancer dans le sujet du Mahon Poa et tout ce qui entoure le Mahon Poa, est-ce que vous pouvez donner une petite overview de votre parcours, comment vous en êtes arrivé là, où est-ce que vous avez commencé quand vous êtes devenu Rav, et comment vous êtes arrivé à être Rav ici au Mahon Poa? Ouh, là, c'est... Alors, Prenez votre temps. Combien d'années je reviens en arrière? Lucien de Hirsch, Yavne, Aliyah, en Eretz Israël. Et puis, des études à l'université de Bar-Ilan. Et puis après, des études de Kodesh dans une yeshiva. Quelle yeshiva? Bon, quelque chose, une yeshiva pas tellement connue à Jérusalem. Et puis après notre mariage, j'ai été m'installer dans la vallée du Jourdain, dans un moshav, où on avait monté là-bas un kollel et une petite yeshiva, dans le but de diffuser la Torah dans cette partie d'Israël qui est un peu désertique, à tous les niveaux, et au point de vue population, au point de vue culture, etc. Aujourd'hui, ça s'est bien développé, mais là, je vous parle d'histoire d'il y a plus de 30 ans. Et donc, voilà, et je faisais donc des études pour devenir rabbin, des rabbanotes, et puis on nous a parlé d'un rabbin un peu spécial, un peu bizarre, qui donne des cours à Merkaz Harav, à l'Yeshiva de Merkaz Harav à Jérusalem, sur la gynécologie et la halakha. Alors ça nous a bien sûr intéressés, on a dit tiens, ça c'est intéressant. Et donc je suis devenu élève du Rav Menachem Bruchstein, qui a donc créé cet institut qui s'appelle l'Institut Poa. Et puis au fil des temps, il me posait des questions, il me disait il y a des gens qui viennent de France, il me pose des questions, est-ce que tu peux me traduire les dossiers, etc. Et donc c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Tout ce qui était médecine de toutes les manières, ça me passionnait, éthique ça me passionnait. Donc voilà, je suis rentré peu à peu jusqu'au moment où je me suis tellement investi que je suis devenu un des rabbinim de l'Institut Poa. Je lui ai proposé de monter une branche francophone. Donc, on a aussi ouvert un bureau à Paris avec un système de... Voilà. Et donc, voilà. Ça fait maintenant plus de 30 ans pas 30 ans, peut-être un peu moins, 25 ans que je suis à l'Institut Poa, à plein temps. Et dans la suite, j'ai fait un doctorat sur l'éthique médicale. Ah, ici en Israël? Non, à Paris 5. Ouais. Université René Descartes, sur la génétique et la halakha. Ah. Dans la fac de médecine, il y a un département d'éthique. Et voilà. Et donc, au fil des années, on travaille donc à l'Institut Poa, on reçoit des couples, on donne des conférences, on écrit des articles et des publications, tout ce qui est en rapport avec la génétique, la gynécologie d'une manière générale, et la halakha. Donc c'est un intérêt qui est parti un peu au hasard comme ça, non? Vous n'avez pas vraiment été... ou c'est juste quelque chose qui était autour de la médecine et que ça vous intéressait? Voilà, c'était un sujet pour moi passionnant, très intéressant. Dès que mais si je me rappelle bien, quand j'étais tout petit, à Lucien de Hirsch, il y avait un journal qui s'appelait Le Cerf Enchaîné, et je me rappelle que j'écrivais des petits articles
sur la médecine à l'époque, donc peut-être que voilà, j'étais intéressé par ça. Très bien. D'accord. Alors voilà, alors, ça très intéressant. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots aussi c'est quoi les activités essentielles du Mahon Poa? Comment est né le Mahon Poa et c'est quoi son but? Alors la vocation de cet institut, qui est une association, à la base c'était d'aider, de soutenir, d'accompagner des couples qui sont en manque de fertilité, de fécondité, qui sont confrontés à des problèmes. Et les problèmes sont pas uniquement médicaux, c'est des problèmes aussi d'éthique, de couple, de sexualité, etc., etc. Lorsqu'on est confronté à des problèmes de fécondité, ça englobe énormément d'aspects aussi psychologiques. Et donc le but de l'institut, dès le départ, c'était d'abord de donner des réponses ilchatiques, un accompagnement ilchatique aux couples qui passent des traitements de fécondité, et puis tous les autres aspects dont j'ai évoqué, les accompagner au point de vue psychologique, etc. Parce que lorsqu'on va chez un médecin et qu'on a un problème au pied ou à l'oreille, il n'y a pas vraiment de questions de halakha qui se réveillent. Mais lorsqu'on a un problème de fécondité, alors il y a énormément de questions qui sont en rapport avec la halakha. Ça va avoir des implications sur les lois de pureté familiale de Tarat Mishpacha. Il va avoir des implications directement sur des spermogrammes, des noms des spermogrammes, etc. Il va y avoir des questions après sur tout ce qui est en rapport avec la filiation, l'enfant, les dons d'ovocytes, les dons de sperme, les mères porteuses. Donc on va parler certainement après. Donc c'est énormément de questions qui sont des questions médicales, mais aussi des questions d'éthique, et puis de halakha. Donc il fallait absolument, s'il y a pas d'autres, je dirais qu'il y a pas d'autre institut, il y a pas l'institut l'orthopédie selon la halakha. Ok, bien que ça aussi c'est important. On gère aussi ça à l'institut Poa, mais vraiment là c'était vraiment un sujet qui est au cœur du débat ilchatique, et donc il fallait absolument faire former des rabbanim qui comprennent les détails, les modalités de tous ces traitements, de savoir comment ça marche en laboratoire, comment il y a des injections d'hormones à faire, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les implications sur le cycle de la femme, etc. Donc, il fallait vraiment se spécialiser sur le sujet. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le Rav Menachem Burstein, c'est celui qui a fondé l'institut. Comment lui, il est arrivé à c'est quand même un institut qui est très nouveau. C'est quelque chose de vraiment nouveau dans le monde juif. Je crois pas que vous étiez les premiers dans le domaine. Oui, on était les premiers dans le domaine, mais c'est pas nouveau dans le monde juste dans le sens où il y a toujours eu des femmes et des hommes qui ont été posés des questions à leur rabbin. Oui. Ok. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Et on a d'ailleurs, on se base sur nos décisions rabbiniques, sur des décisions rabbiniques qui ont été données depuis la nuit des temps. Mais jusqu'à maintenant, le monde de la médecine était, je dirais, plus ou moins passif. Il n'était pas très invasif. Alors que aujourd'hui, c'est différent. Donc, il fallait se spécialiser. Et ça, c'est le Rav Menachem Burstein. Je dirais celui qui l'a poussé à faire ça, c'est l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, avec qui il était très proche. Il l'a poussé à rentrer dans ce domaine-là. Le Rav Burstein voulait absolument, c'était son dada, de monter un institut ou de monter quelque chose qui est en rapport avec la science d'une manière générale, et le chesed, le faire du bien aux gens. Et donc pour lui, on lui a dit voilà, si tu veux faire de la science, de la halakha et du chesed, la fécondité, il y a c'est ça, au top. Ça converge. Avant, le Rav Burstein, il avait sorti un livre qui s'appelle sur le bleu azur qui se trouve dans les tzitziot. Donc il avait déjà toute autre recherche sur les poissons, sur les coquillages, et de la manière dont on va obtenir de la teinture, etc. Donc il a cet esprit halakha scientifique, chercheur, etc. Donc voilà. Là c'est. Alors au fil des années, les sujets se sont étendus, parce qu'au début on a parlé de fécondité. Et puis après, les femmes tombaient enceintes. Alors, donc il fallait gérer des questions durant la grossesse, des problèmes, des saignements, des malformations chez les bébés, chas v'chalila, des fausses couches à répétition, des
des, des femmes qui perdent les os, etc. Et encore une fois, alors, il y avait toutes ces questions. Alors, ce qu'on a fait aussi à l'Institut Pouva, c'est que à partir du moment où on a commencé à apprendre le sujet, on a commencé à connaître les spécialistes et surtout aujourd'hui, le monde de la gynécologie, c'est un monde très très vaste. Il y a énormément de sous-spécialités. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un spécialiste de la fécondité, mais il y a un spécialiste de la fécondité de l'homme, et il y a un spécialiste de la fécondité de la femme. Et il y en a un qui va être spécialiste de la génétique de la fécondité. Et alors, après, quand on parle de grossesse, il y a les spécialistes des grossesses à risque, et puis il y a ceux qui font les échographies, et ceux qui font les échographies, il y en a qui font les échographies uniquement du cerveau, ou bien des échographies uniquement du cœur, du bébé, pour essayer de trouver des malformations. Et donc, le monde de la gynécologie, quand on va chez un gynécologue, on voit sur sa plaque, il y a écrit gynécologue, obstétrique, spécialité, fécondité, gynécologie, chirurgie. Mais tout ça, c'est vrai, mais c'est pas vrai. On peut pas être spécialiste et de ça et de ça et de ça. Automatiquement, les gynécologues se spécialisent, prennent un domaine et où ils deviennent vraiment certains décident de devenir vraiment des spécialistes. Et puis, de nos jours, il y a des congrès uniquement sur tel domaine et tel domaine et tel domaine dans la gynécologie. Donc, nous, à l'Institut Pouva, entre autres, c'est qu'on essaye de faire un suivi de la spécialité de tous ces grands médecins, savoir vraiment qui est le spécialiste du problème du cerveau du bébé, ok? Et ça va nous aider après à donner des conseils. D'abord, on va prendre conseil auprès d'eux. On les invite à nous faire des conférences ici ou à l'Institut Pouva. Et puis, on prend conseil auprès d'eux lorsqu'on est confronté à un problème pour qu'ils nous expliquent bien les choses. Et puis aussi, on leur envoie les couples. On dirige les couples en disant, voilà, si vous avez tel problème, le spécialiste, que ce soit à Haïfa, à Tel Aviv ou à Jérusalem, c'est un tel et un tel. Il y a plusieurs, bien sûr, mais histoire de pas perdre de temps. On vérifie dans quelle coupa le couple il est, laquelle coupa trop libre. Alors on les dirige dans leur coupa trop libre, etc. Donc on a aussi un système, je dirais, où on est. Vous êtes les spécialistes des spécialistes. Voilà. On essaie de diriger les gens pour pas qu'ils perdent de temps, pour qu'ils reçoivent vraiment les meilleures solutions le plus rapidement possible, sans perdre de temps, sans perdre d'espoir. Alors, c'est quoi le cas typique que vous recevez au Mahon Pouva? Est-ce qu'il y a Il n'y a pas de cas typique. Il n'y a pas de cas typique, mais j'imagine il y a le plus grand nombre de gens qui viennent. C'est quoi? C'est des gens qui jeunes couples, après 2 ans d'essai, ils n'arrivent pas. Alors je vais continuer quand même dans les domaines parce que aujourd'hui, il y a énormément de questions qui sont en rapport avec la génétique. On a ici à l'Institut Pouva un de nos rabbinim qui a fait des études où il a un master en génétique. Il travaille entre autres à l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Et donc, il fait aussi des consultations de génétique là-bas et aussi ici à l'Institut Pouva. On a énormément de questions qui sont autour de la contraception. Énormément de questions. Est-ce que c'est autorisé? Dans quel cas? Et puis, toutes les implications qui ont rapport avec les saignements, la pureté familiale de la contraception. C'est un sujet très fréquent, très courant. C'est tous les jours, voilà. Et puis on a encore une fois, aujourd'hui on est de la ménopause pour parler des femmes d'un certain âge et des enfants, de la gynécologie. Aujourd'hui, il y a une sous-spécialité qui est la gynécologie des enfants et des adolescentes. Et donc aujourd'hui, on peut avoir des mamans qui nous appellent pour leurs jeunes filles de 14 ans, 15 ans, ou Khalila même plus, s'il y a des cancers chez des jeunes filles, des petites filles de 3 ans. Et puis, on a des femmes de 80 ans qui nous téléphonent. Donc, voilà. Donc, on a aujourd'hui 250 appels par jour, plus ou moins. 250. On est une équipe de 12 rabbinim qui répondent donc à toutes ces questions. On a des questions aussi sur le site internet. On a toutes les technologies possibles pour pouvoir nous joindre et nous poser des questions. On a une femme aujourd'hui à l'Institut Pouva qui s'est spécialisée. Il y en a d'autres bientôt qui vont rentrer aussi dans notre staff qui se sont spécialisés aussi pour parler aux femmes
de côté plus sexualité, intimité, où il est plus normal qu'une femme parle avec une femme, qu'elle parle avec un homme, de ces sujets-là. Et puis, on a aussi énormément de jeunes femmes non mariées qui nous téléphonent pour aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la préservation des ovocytes, des femmes qui veulent préserver leur fécondité. Quand elles sont pas mariées, elles arrivent à 30, à 32, âge. 35 ans, 36 ans. Elles ont peur de perdre l'opportunité d'être maman. Et donc, on a aussi cette femme qui parle avec ces jeunes filles qui sont pas mariées. C'est quand même plus normal de parler avec une femme. C'est quand même plus facile, oui. Voilà. En soirée, à l'Institut Pourra, on a des femmes qui ont été formées par nous, qui sont psychologues ou assistantes sociales. Et elles ont une formation en plus de l'Institut Pourra pour discuter avec les femmes justement de tout ce qui est des côtés psychologiques, des traitements de fécondité, des fausses couches, des problèmes qui sont plus au niveau... Pour donner un accompagnement psychologique quand il y a des difficultés. Ouais. Donc il y a aussi une possibilité. On a un autre groupe de femmes qui sont, elles, plus spécialisées dans la sexologie. Et donc qui donnent des réponses. Donc là, on est plus dans la fécondité, mais dans les difficultés de la vie intime. Oui, mais c'est un rapport. Oui, c'est un rapport. Parce que si on n'a pas de rapport normaux et fréquent, eh ben, on peut pas avoir d'enfants. Oui, c'est logique. Ok, donc et donc, automatiquement, dès que l'Institut Pourra a été créé, moi, j'étais un jeune rabbin beau et sympathique. Un peu, voilà. Vous l'êtes encore. Un peu... Voilà, et puis tout d'un coup, j'étais confronté avec des questions de sexualité, de perversion aussi, etc. Et au début, j'étais un peu étonné, quoi. Et puis, j'avais pas vraiment les données. Donc, on s'est aussi formé, nous, les rabbinim de l'Institut Pourra. On a suivi une formation de conseil en sexualité à l'université de Bar-Ilan pour pouvoir comprendre d'abord ce qui est fait dans les cliniques comme chez les sexologues, et puis aussi pouvoir donner des réponses qui sont adaptées à l'esprit du judaïsme, quoi, qui sont pas... Donc c'est tout un rapport à la fin, parce que si une femme elle a des fausses couches, elle tombe enceinte, mais elle a des fausses couches, donc elle a un problème de fécondité. C'est pas un problème de fécondité parce qu'elle tombe enceinte, mais à la fin elle a pas d'enfant. Et si une femme elle est tout le temps nida, et qu'elle peut pas aller au mikvé, et donc elle peut pas tomber enceinte, donc elle peut pas avoir d'enfant. Donc tout à la fin, tout un rapport l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'on fait quand une femme est tout le temps nida? Je pose la question au milieu, mais... Eh ben, il faut trouver une solution médicale. Ça ressemble à quoi c'est une solution médicale. Il faut d'abord trouver une solution parfois médicale. D'abord, il va falloir diagnostiquer, savoir quel est le problème. Est-ce que c'est un problème hormonal? Est-ce que c'est un dérèglement hormonal? Est-ce que c'est un problème au niveau de l'utérus? Elle a des fibromes, elle a des polypes, etc. Donc ça c'est plus par la chirurgie qu'on va résoudre le problème. Est-ce que il va falloir trouver et puis après il va falloir analyser au point de vue ilchatique. Est-ce que vraiment ces saignements la rendent nida? Est-ce que d'où ils viennent? Est-ce qu'ils viennent de l'utérus? Est-ce qu'ils viennent du vagin? Est-ce qu'on a une possibilité de gérer la chose? Alors, entre autres, à l'Institut Pourra, pour pouvoir gérer ce genre de choses, on a monté une formation spéciale, ce qu'on appelle des Botkot Tahara. Des Botkot Tahara. Okay. Alors, Botkot, c'est donc vérification des femmes qui sont spécialisées dans la vérification. Je dirais, c'est une vérification corporelle gynécologique qui est faite par des infirmières qui ont reçu une formation spéciale, qui est reconnue entre autres par le ministère de la Santé en Israël. Et elles peuvent, donc une femme qui doit aller au mikvé et qui tout d'un coup voit des taches et elle va voir son rabbin et son rabbin lui dit « Madame, moi je sais pas d'où elle vient de ce sang. Si elle vient d'utérus, c'est problématique. Si elle vient du col, on peut clair mettre. Si ça vient du vagin, on peut... » Moi, je peux pas savoir d'où ça vient. Donc, le rabbin la dirige vers une spécialiste, une femme, à qui on fait confiance, et au point de vue de la halakha, elle a bien appris la halachot, et au point de vue du point de vue médical. Et puis, elle va pouvoir donner, écrire, en dire, voilà, j'ai vu que les sécrétions qui sortent de l'utérus sont propres, j'ai vu un ectropion sur le col, quand je l'ai touché avec un applicateur, il y a quelques petites gouttes de sang qui sont sorties, etc., etc. Et avec ces données-là, le rabbin va pouvoir donner sa décision. Elle vérifie matériellement, en fait. Oui, d'où le sang vient.
Et elle va peut-être aussi donner à la femme certaines indications. Allez voir votre gynécologue. Je pense que vous avez peut-être un champignon, ou je sais pas, une infection. Après, Ouais. voilà. Donc, ce qu'on essaie, c'est d'unir, je sais pas, ou de faire une osmose entre le monde de la halakha et le monde de la médecine, où on n'est pas là on n'est pas là pour se battre l'un contre l'autre, parce que des fois on a l'impression que le rabbin il est contre les médecins sont contre les rabbins. Non, nous c'est pas du tout l'esprit, c'est le contraire. On a un couple qui est en face de nous, une dame qui est en face de nous, un couple, un monsieur, ok, un jeune homme, ça change rien. Et cet jeune homme, vous savez, l'esprit français, la laïcité, c'est Oui. dehors vous êtes laïque, chez vous vous êtes juif, ok, vous êtes pratiquant chez vous, à l'extérieur vous êtes prêt. Mais ça c'est ok, on va pas rentrer maintenant dans un débat politique. Non. Mais c'est n'importe quoi, parce qu'un juif, il est juif, et quand il est chez lui, il est citoyen français, quand il est dehors, il reste juif, ok? Et donc, lorsqu'il est confronté à un problème médical, et que pour lui, la halakha est importante, on peut pas lui dire, oubliez que vous êtes juif, oubliez que il y a la halakha, et puis vous faites ce qu'on vous dit de faire. Non, alors s'il le fait, il sera frustré. Automatiquement, il se dira, voilà, j'étais pas assez fort pour dire à mon médecin, non mais ça c'est pas possible, non mais ça le judaïsme il permet pas une chose pareille. Donc c'est pas quelque chose de rare d'entendre un médecin qui comprend pas, ou bien qui comprend et qui c'est encore pire, mais qui comprend pas et qui dit, qui peut pas comprendre. Ouais, madame, votre mikvé, 7e jour, 8e jour, 6e jour, qu'est-ce que ça peut foutre? Voilà, si vous voulez avoir un enfant, ces sornettes-là, mettez. Une fois que vous aurez votre enfant, vous continuerez avec vos histoires, là. On a entendu comme ça. Demandez une dérogation à votre rabbin. Voilà. Donc, alors, il y a des gens, malheureusement, qui vont pas tenir, peut-être le coup, ils vont pas. Et puis, il y en a d'autres qui, s'ils le font, ils vont être frustrés toute leur vie, en se disant, voilà, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et nous, le but, c'est de faire une harmoniser les deux domaines pour le bien de la personne. Et vous arrivez à travailler avec les médecins en France, parce qu'avec les médecins en Israël, j'imagine que c'est bien plus facile, parce que les médecins en Israël sont conscients aussi que que les gens sont juifs, qu'à la halakha, que les rabbins ont un certain poids. Mais en France, est-ce que vous arrivez à... Ça va dépendre. Après, c'est une question de déontologie, c'est une question de personnalité, c'est une question de gentillesse, il y a d'ouverture, il y a des médecins juifs qui sont pas du tout ouverts, il y en a d'autres qui sont très ouverts, il y a des goïms qui sont très ouverts, il y en a qui sont pas du tout. Il y en a qui disent, me cassez pas les pieds, moi ça m'intéresse pas tout ça. Au contraire, d'autres disent, avec plaisir, expliquez-moi. C'est une question c'est aussi une manière pour nous on va diriger les gens vers des gens qui sont à l'écoute. Oui. Je dirais qu'avec le temps, alors encore une fois, moi je suis pas tellement en France, je suis en Israël. Même en Israël, au départ, c'était pas facile. C'était pas toujours facile, dans le sens où ils avaient l'impression que les rabbins occupez-vous de vos mezuzot, maximum vérifiez si le saucisson est cachère, mais voilà, qu'est-ce que vous mêlez de nos affaires? Ça a pris du temps pour leur expliquer qu'on n'est pas là ni pour déranger, ni pour embêter. On est là pour justement, au contraire, aider les gens. Et puis on leur a surtout montré, je veux pas dire ça pour me flatter, mais on leur a montré qu'on est des gens sérieux. C'est-à-dire que on parle pas en l'air. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une décision, on a bien vérifié avec des grands spécialistes quelles sont les possibilités, les modalités, comment ça se passe. On leur donne notre avis. Ils disent, waouh, ce mec-là, il a compris comment ça se passe, il a compris vraiment les détails. Des fois même, on les étonne d'une certaine manière. Alors, mais bon, pas pour leur mettre plein la vue, c'est pas le but, mais pour leur montrer que c'est sérieux, quoi. C'est pas qu'on s'est réveillé le matin et donc au bout d'un moment, il y a et puis en Israël, on peut pas dénier que, alors ça va être aussi une question politique, là, combien il y a de juifs en Israël qui sont pratiquants? Est-ce que c'est 20%, 30%, 50%, 60%? Alors il y a énormément de gens en Israël, de femmes qui sont de couple où le mari il a pas de kippa et la femme elle est habillée avec un pantalon, un jean bien moulant, mais elle va au mikvé et pour elle, elle va au mikvé, c'est important. Et si son médecin lui dit, ça, laissez tomber, elle va le quitter le médecin. Oui. Elle dira, vous voulez pas du tout question, moi je continue, c'est ce que ma mère elle m'a appris, c'est ce que ma grand-mère elle a fait. C'est même pas c'est la tradition familiale et pour elle c'est très très important de la continuer.
Et donc aussi, les médecins israéliens, ils sont pas bêtes, ils veulent défendre leur business. Voilà, quand même. Donc voilà. Non, c'est vrai. Alors, j'ai une question peut-être qui est un petit peu différente, mais comme c'est des sujets qui sont difficiles, alors est-ce que le Mahon Poa, il a rencontré beaucoup de résistance? Et est-ce qu'il y a c'est-à-dire que c'est quand même, on traite des problèmes de fécondité, de sexualité. C'est pas des sujets faciles, des sujets qui souvent rencontrent des résistances, pas juste sociales, mais aussi rabbiniques. Est-ce que le Mahon Poa, il a été, c'est controversé? Est-ce que c'est encore controversé aujourd'hui? Ok. Alors d'abord, D'abord, dans le judaïsme, il y a tout va jamais bien, d'accord. Unanimité sur tous les sujets, ça c'est clair. Ok, ça c'est clair. Non, je rigole. Celui qui a monté l'Institut Poa, c'est le Rav Mordechai Eliyahu. Ok, avec le Rav Menachem Pourstein. Mais à la base, et le Rav Mordechai Eliyahu, il était grand rabbin d'Israël, il était reconnu largement par une grande. Il n'était pas du tout sectaire, c'est-à-dire que bien sûr qu'il était séfarade, mais il y avait énormément d'Ashkenaz qui étaient en contact avec lui. Il était sioniste, mais il y avait énormément de courants non sionistes qui étaient en contact avec lui. Tout le monde savait sa grandeur au niveau des études de Kabbalah, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, mais il est reconnu comme un des plus grands Mekoubalim de la génération, etc., et des poskim. Donc, déjà, c'était un point important. Mais, très rapidement, le Rav Mordechai Eliyahu nous a dit, écoutez, moi j'ai mes positions, mais il y a d'autres rabbinim sur terre. Il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui sont pas d'accord avec moi sur tel et tel sujet. Allez les voir, discuter avec eux. Et lorsqu'un couple vient vous voir, posez-leur la question, est-ce que vous avez un rav? Parce que si leur rav, c'est voilà, on parlait du Rav Kanievski, Zichrono Livracha, qui nous a quitté, qui a quitté ce monde il y a pas longtemps. Mais lui, il était très très contre les traitements de fécondité. Il était contre les fécondations in vitro. Donc, si tu as un couple qui vient au nom du Rav Kanievski, tu vas pas leur proposer en premier abord cette solution. Et si tu te rends compte qu'il n'y a pas d'autre choix, que c'est la seule possibilité pour qu'ils puissent avoir un enfant, il va falloir que ou bien tu envoies une lettre au Rav Kanievski, discuter avec lui, ou aller le voir en personnel, ou bien voir est-ce que ce couple serait d'accord d'aller voir un autre Rav, par exemple le Rav Zilberstein, qui est le beau-frère du Rav Kanievski, qui lui est plus ouvert sur ces sujets-là. Donc si tu veux que les gens t'acceptent, il faut que tu acceptes les gens. Il faut que tu leur donnes des réponses qui sont adéquates avec leur rabbiné, avec leur manière de voir les choses. Et donc, très rapidement, à l'Institut Poa, on a pris contact avec tous les grands rabbinim. Avec le Rav Wosner, avec le Rav Alberstam, avec le Rav Brandsdorfer, même les rabbinim les plus... je cite des rabbinim, je sais pas si tout le monde connaît, mais qui sont de Mea Shearim, de ce qu'on appelle la Eda Haridit, qui sont d'une certaine manière les plus... Extrême ouais. Mais ils étaient très ouverts. Et ils nous posaient eux-mêmes des questions, savoir les techniques, etc. Et nous, de savoir, voilà, les extrêmes d'un côté, qui sont les plus, je dirais, plus indulgents sur cette question et les plus rigoureux sur cette question, et de trouver un juste milieu et expliquer. Ça prend du temps, mais ça nous a permis justement d'aujourd'hui, à l'Institut Poa, sur les 250 coups de téléphone par jour, il y a des gens de tout le pays, des gens sans kippa, avec kippa noir, kippa tricoté, sionistes, anti-sionistes. On est vraiment, on est là, et parce que les gens le savent aussi. D'abord, on demande pas d'argent, tout ce qu'on fait c'est gratuit. Donc ils savent qu'on ferait vraiment les Shem Shamaim. On n'a pas un intérêt qui viennent de chez nous ou pas chez un autre. Je gagne pas de l'argent là-dessus. Ça marche sur les donations, le Mahon Poa? Oui, essentiellement. Sur des donations, et un peu, on gratte ce qu'on peut au gouvernement, comme une association d'aide d'intérêt général, etc. Mais donc on a réussi, je dirais, à mettre un consensus autour de l'Institut Poa. Maintenant, il y a d'autres instituts qui existent de nos jours, qui sont beaucoup plus jeunes que nous, qui se sont développés au fil des années. Je dirais qu'ils sont plus branchés sur telle ou telle population, mais bon, on n'est pas en guerre avec eux. C'est pas la compétition ici. Voilà, on n'est pas en compétition. C'est vrai. Alors, entre autres, ce qu'on a fait aussi pour nous faire connaître et pour avoir une place un peu d'autorité sur ce sujet-là, on a sorti des livres.
Voilà, vous avez là une genre Et, d'encyclopédie qui est sortie C'est sur faire les poids, Sefer Poa. ce que j'ai en main. Donc il y a 4 ou 5 volumes déjà. Vous voyez, c'est un petit pavé comme on peut Ah oui, pas c'est le voir vrai. sur par micro, mais c'est un petit pavé. Et donc on montre aussi tous les rabbins reconnus, etc. Utilisent nos livres. Donc ils voient qu'on est des gens sérieux, etc. Et qu'on apporte toutes les différents aspects, ceux qui permettent, ceux qui interdisent, pourquoi ils permettent, pourquoi ils interdisent, etc. Et puis on organise des congrès pour des rabbinim justement, où des grands spécialistes viennent leur montrer les nouveautés dans le monde de la médecine, quelles sont les solutions, et puis quels sont les aspects ilchatiques de ces avancées médicales. Et puis on a dans l'Institut Poa un genre de petite université qui fait qu'on a des cours de formation pour des madrichot kalot, madrichet ratanim, tout ce qui est la formation avant le mariage pour les hommes et les femmes. Et puis ces fameuses infirmières qui sont Bodkotara, et puis ces psychologues qui sont spécialisés dans les problèmes de fécondité ou dans les problèmes de sexualité. Et puis on a énormément des balaniot, celles qui travaillent dans les mikvés. Et donc on a énormément de cours de femmes et d'hommes qui viennent étudier chez nous. Et donc encore une fois, ça, d'une certaine manière, Oui. on est ouvert à tous. Voilà. Oui. Et alors, c'est des choses que j'ai pu entendre, mais par exemple, comme vous traitez des questions de fécondité, j'ai pu entendre ce genre de choses, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais parfois on entend le message comme quoi si un couple n'a pas d'enfant, peut-être qu'il doit se poser des questions, peut-être qu'il doit prier, peut-être qu'il y a une raison, et quelque part souvent on a l'impression qu'on nous dit ces choses-là sont pas au hasard, et Dieu veut vous dire quelque chose, et se retourner vers le médecin, c'est quelque part une je sais pas comment dire, c'est éviter le problème, c'est une hérésie, c'est éviter le problème. Bon, alors, d'abord c'est vrai. Mais c'est vrai, si c'est vrai pas uniquement dans le domaine de la fécondité, c'est aussi dans le domaine de la cancérologie ou tout problème médical. Oui. Ok, on a eu le corona, là, il y en a, ils ont attrapé le corona et l'autre, il a pas attrapé. Il y en a un qui était, il a eu simplement un peu mal aux jambes et l'autre, il a été hospitalisé avec respiration artificielle, etc. Là-bas, on doit pas se poser de questions. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé à tel et pas à l'autre? Bien sûr. Cette question que vous posez, c'est une question de la nuit des temps. Ok, on va pas remonter jusqu'à Yov et Job dans le Tanakh, mais on pourrait. Mais c'est une question qui a déjà été posée dans la Gemara. Dans la Gemara, on a une discussion entre deux Talmidei Chachamim, deux Amoraïm, dont un nous dit avant de rentrer, d'aller chez le médecin, bon, c'était pas à l'époque, c'était pas vraiment des médecins, c'était ce qu'ils appellent la casa de dame. Ils faisaient des saignements. Saignements, voilà, ils prenaient mais c'était la médecine de l'époque. Alors il y en a un qui disait, avant de rentrer chez ce médecin, il faut faire une fila et dire à Kadosh Baruch Hu, normalement, j'aurais pas dû aller chez le médecin, mais puisque on a l'habitude d'aller chez les médecins, alors faites au moins que ça marche et que ce soit positif et l'autre rabbin lui dit, ma pitom, il n'y a pas besoin de dire tout ça, t'as pas besoin de t'excuser. Il écrit d'une manière claire dans la Torah, Verapo irape mikan shenitan reshut larofé les rapot. On a un verset dans Parashat Mishpatim où un homme frappe un autre, et lui il casse les dents, je sais pas, il lui casse la tête, etc. Il doit du payer des dommages et intérêts, il doit du payer des dommages, il doit les jours où il a pas pu aller au travail, etc., etc. Et puis il y a écrit Verapo yerape. Et tu devras aussi, traduction, et tu devras aussi payer les frais de médecins, des médicaments, etc. Mais le passouk, il dit pas ve'yerapé, il dit verapo yerape. Il y a une redondance. Il dit tu vas le soigner, tu le soigneras. Et là, Rabbi Ishmael nous apprend dans la Gemara que c'est pas un hasard où la Torah elle a fait cette redondance, voilà, qui est apparemment inutile. C'est pour nous apprendre que c'est pas uniquement dans le cas où tu as frappé une personne que tu dois lui payer ses dédommagements et ses frais médicaux, mais toute personne qui est dans la détresse, il a une maladie, tu dois l'aider et tu dois, si tu sais le soigner, tu dois le soigner
Et la phrase de l'Agmara, c'est Mikan Shinitan Reshut, elle a refait les rapports. De là, on apprend qu'il est autorisé au médecin de soigner les gens. Et là, on a la même question. Qui es-tu, toi, médecin, si tu crois en Dieu et en la providence, et que cette personne, elle est tombée malade, ok? Et l'autre, son copain à côté, il a pas reçu le virus et lui est tombé malade. Il a reçu le virus. Donc qui es-tu, toi, pour t'ingérer dans les décisions divines, de dire que lui sera malade et lui sera pas malade? Qui est toi? Tu sais, je dirais que c'est une sorte de tour de Babel, où tu dis à Dieu, moi, j'ai les possibilités d'aller contre toi. T'as décidé que cette personne sera malade et moi, je lui donne des médicaments, il sera en bonne santé. C'est de l'hérésie. Alors déjà, on apprend de ce passage de la Gemara, que non, c'est deux choses tout à fait différentes. On a le côté spirituel, où il est clair qu'une personne doit se poser des questions. Pourquoi moi et pas un autre? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait du mal? Pourquoi je dois attendre tant d'années pour avoir des enfants? Pourquoi j'ai perdu, etc., etc. Ça, et donc se faire une introspection, c'est comme ça qu'on dit, se remettre en question, faire teshuva, mi chie, mi yamut, mi bekitso, mi lo bekitso, mi bamaim ou mi baesh, c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah Yom Kippour. Alors ça, c'est dans les éditions d'Akadosh Baruch Hu. Alors, teshuva, tefila, tzedaka, ma'avirim et zoroa, etc. On a une obligation de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par la prière, par la tzedaka et par la teshuva, le fait de faire si on doit se repentir sur les choses mal qu'on a fait et rajouter des choses bien. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect nous dit, malgré tout cela, tu as le droit quand même d'aller voir un médecin. Parce que le médecin, la chokhma du médecin, la science, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné la possibilité de trouver quelle est la molécule et à quelle dose il faut la donner et comment est-ce qu'il faut faire une injection, est-ce qu'il faut la mettre dans une capsule ou est-ce qu'il faut en mettre dans un cachet, etc. C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné tout ça au médecin. Si on y croit, ok. Donc on a fait une jonction entre les deux. Alors, ça c'est cette discussion, elle continue dans la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. On a un midrash pour vous montrer les midrash aussi, l'époque des Tanaïm. On a un midrash qui nous dit que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva se promènent dans les rues de Jérusalem. Donc déjà, il y avait des Juifs à Jérusalem à l'époque. Des Tanaïm, ok. S'il y en a qui croient que on est arrivé il y a pas longtemps, en 48, en 67, on était déjà là avant. C'est un autre sujet. Et donc, ils voient un homme malade et ils lui disent, tu devrais prendre tel et tel médicament, etc. Ça devait être des plantes à l'époque. Et cet homme-là pose la question au rabbin en disant, mais qui c'est qui m'a envoyé la maladie? C'est Dieu. Alors, pourquoi vous me donnez des médicaments? Donc, la même question. Oui. Et Rabbi Akiva lui pose la question, un bon juif qui, quand on lui pose une question, répond par une question. Il lui dit, et qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Il dit, moi je suis agriculteur, j'ai des vignes, je coupe je dois couper les branches, je dois retourner la terre, mettre des engrais, mettre de l'eau, etc. Mais pourquoi tu fais tout ça? Si la parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, plus notre manière, la parnassa, c'est l'argent qu'on reçoit, notre paye, etc. Tout l'argent qu'on a, nos revenus, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu. Alors, fais rien, attends, Akadosh Baruch Hu, il t'enverra ce qu'ils font. Non, mais ça marche pas. Si je m'occupe pas de mes arbres, j'aurai pas de bonne récolte, etc. Rabbi Akiva lui dit exactement pareil. L'homme, il est assimilé à l'arbre, et de la même manière qu'on a le droit de travailler les arbres, on a le droit de travailler les hommes, c'est-à-dire de les soigner. Mais il faut surtout pas oublier qu'à la fin, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le grand, je dirais que c'est ça le grand Edgar, le grand défi. Ouais. Ok. C'est qu'on va aller voir un médecin et qu'on va lui faire confiance et qu'on va prendre les médicaments qu'il nous a demandé de prendre, etc., etc. Mais à la fin, on sait très bien que il y a un dicton pas très un peu d'humour noir qui dit que le médecin sort de la salle d'opération devant la famille, dit voilà, l'opération a très très bien marché, mais le patient est mort. Ok. À la fin, c'est pas dans les mains ni du médecin ni du médicament, etc. Il y a certaines personnes qui
font des traitements sans arrêt et puis malheureusement ils sont pas guéris. Il y en a qui ils font presque rien, un petit truc et puis tout est guéri très très rapidement. Et ça c'est, je crois, voilà, c'est un défi. Mais c'est le défi dans le monde que Baruch Hu nous a mis, parce que si on était à l'époque dans le désert, ok, les Juifs sont dans le désert. Ils ont besoin d'eau, ils crient, et ben tout là, Moshe Rabbeinu il tape sur un rocher, il y a de l'eau qui sort. Ah, on a faim, tac, il y a la manne qui tombe. Ouais, on veut de la viande, tac. Akadosh Baruch Hu, il envoie l'écaille. Mais même avec tout ça, et tous ces miracles qui sont découverts, comme on dit, et ben quand même, ils ont des problèmes d'Imouna. Il se dit, ah, peut-être Moshe, où il est parti Moshe, il n'est pas revenu, on nous a laissé tomber, on va mourir dans le désert. Ah, tu vois des miracles sans arrêt, 24 heures sur 24. Eh ben, même là, t'as un défi de Emouna. Alors là, de nos jours, à notre époque, c'est encore pire. Parce qu'on a un défi de Emouna, parce que c'est les miracles qui sont là, ils sont cachés. Parce que c'est un miracle de trouver qu'Akadosh Baruch Hu, il donne au médecin, un chercheur, et parfois c'est souvent même par hasard, la molécule, et ça va être essayé, et ça va marcher, il va trouver le bon, et qui trouve justement que c'est le bon diagnostic, la bonne molécule, la bonne posologie, exactement, et que ça marche, etc. Alors là, on doit dire, Marabou Masecha Hashem, Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire, le monde que tu as fait, c'est extraordinaire. Et ça, on revoit ça dans le Rambam. Le Rambam, il dit que Qui était donc lui-même médecin. Oui, qui était lui-même médecin d'ailleurs, et qui était et philosophe. Okay. Et le Rambam nous dit que dans Ilchot Yesodei Torah, comment est-ce qu'un homme il peut arriver à l'Aïmouna? Par l'étude de la nature. Il étudie l'astrologie, la biologie, la zoologie, les plantes, etc. Et là, il dit, waouh, Marabou Masecha Hashem. Quel monde extraordinaire. Il y a tout marche comme une horloge, exactement. Lorsque il y a un problème là, et tout d'un coup, ça fait un autre problème, l'effet papillon, etc. Des trucs extraordinaires. Donc, on peut très bien, par le fait d'avoir été voir un médecin et d'avoir mis notre vie dans ses mains, et de lui avoir fait confiance, et de notre côté, de savoir le processus de dizaines d'années d'études et de recherche, etc., d'avoir trouvé le truc, etc. Et là, tu peux arriver très bien à dire, ah bon, donc c'est les hommes. Ouais. Tu peux très bien dire ça. Et puis tu peux dire, non, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, il y a une blague comme ça. Tu connais certainement la blague, là. Du mec qui cherche une place de voiture, là, une place de stationnement. Il cherche, il tourne. Alors, il dit, Akadosh Baruch Hu, si tu me trouves une place de stationnement, je donnerai 100 shekels à la synagogue. Et puis tout d'un coup, il y a une voiture qui sort. Il dit, Akadosh Baruch Hu, je me suis débrouillé, c'est bon. Donc on peut tout interpréter comme un hasard, et on peut tout interpréter bien sûr comme. Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que je comprends bien ce que vous dites, c'est que si on applique cet argument pas juste dans le domaine de la fécondité, si on commence à l'appliquer partout, mais en fait ça justifie de ne rien faire, de s'asseoir par terre et d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu fasse tout à notre place. Or c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, qu'on se bouge et qu'on prenne nos responsabilités. Je dirais pas qu'il y a des courants qui sont pas comme ça. Hein. Dans le judaïsme, certains courants qui sont pas les courants les plus, je dirais, les plus prépondérants, parce qu'on voit très bien que les Juifs... à la fin, les gens se lèvent et ils vont faire des choses dans la vie, quoi, c'est ça. Donc, la plupart des gens, oui. Ouais. Et puis, là, c'était un peu, c'était un peu la société juive, du juif qui était lui-même médecin, qui était lui-même chercheur, qui était lui-même businessman, qui était lui-même, et pas quelqu'un qui était fermé dans son monastère à rien faire. Mais je dirais pas que, par exemple, le Ramban, Nachmanide, lui, il dit que lorsque Imir Tzashem, le Mashiach viendra, et que Israël sera sur sa terre, et que on sera à un niveau spirituel très 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 élevé, etc. Alors vraiment que toute la biologie, mais aussi l'économie, etc. Là, ça marchera d'une manière tout à fait non naturelle. Ok, super naturelle, je sais pas comment on dit. Où on aura plus de maladies, on aura besoin quand même d'aller voir des médecins, parce qu'il nous dit, si quand même quelqu'un, toute la journée, il mange que des frites et boit du coca et des hamburgers, etc., à la fin, il sera quand même malade. Faut pas exagérer, quoi. Mais, les psukim qui sont écrits dans la Torah, les versets qui sont écrits dans la Torah, d'un toutes
toutes les malédictions qui sont tombées sur l'Égypte, elles seront pas sur toi, et on sera sauvé, etc. Donc, mais le Ramban lui-même dit ça, ce sera à l'époque messianique. Aujourd'hui, on n'est plus à cette époque-là. On n'est plus là. Ouais. Alors, on était peut-être là à l'époque, voilà, des prophètes à l'époque de Eliyahu Hanavi, à l'époque de Elisha. Alors, les gens allaient voir le prophète en disant, voilà. C'est vrai que dans les épisodes d'Elisha et d'Eliyahu Hanavi, il y a quelques traitements miraculeux oui, qui ont lieu. Il n'y a pas uniquement des traitements miraculeux. Voire même des ressuscitations. Voilà. Ouais. Et puis aussi, il y a surtout une des épisodes les plus importants, où on apprend énormément de choses au point de vue éthique médicale, c'est, et ça se rapproche maintenant avec l'Institut Poa, c'est l'histoire de Chizkiyahu Hamelech, le roi Ézéchias. Et vient le voir Elisha, oui, c'est ça? Non, Ishayahu, excuse-moi, et Ishayahu Hanavi, Isaïe, et lui dit, rentre chez toi parce que tu vas mourir. Alors, rentre chez toi, et organise ton palais, etc., tu vas mourir. Alors, Chizkiyahu lui dit, mais c'est comme ça qu'on parle à un malade. En général, on essaie de le rassurer, hein, on n'est pas... Il dit, non. Alors, il dit, mais qu'est-ce que... Et lui dit, Ishayahu lui dit, et c'est pire que ça, c'est pas que tu vas mourir jeune, mais tu n'auras pas le droit non plus au Olam Haba. Tu n'auras pas de place dans le Olam Haba. Alors là, il est vraiment... Chizkiyahu, c'était un roi juste. C'était un des plus grands rois d'Israël qu'on a jamais eu, à tel point qu'on nous dit que s'il avait chanté, etc., il avait fait une shira, il aurait été le Mashiach. Donc c'est pas n'importe qui. Moi, je vais mourir, et en plus, j'ai même pas le droit au Olam Haba. Et lui dit Ishayahu, oui, parce que tu refuses de te marier et tu refuses d'avoir des enfants. Mmh. Donc on retombe sur l'Institut Poa, ok, hein. On tombe sur nos pieds, c'est bien. Elle lui dit, mais pourquoi? Il dit, oui, mais je sais pourquoi, parce que dans mes prophéties, je sais que si je me marie, j'ai un fils, il sera un rachat. Il sera un roi mécréant, dégoûtant, etc. Il tuera des juifs, il tuera des talmidei chachamim, il fera de l'idolâtrie, etc. Et moi, je veux pas un fils comme ça. En plus, moi, je suis pas n'importe qui, je suis le roi d'Israël. Alors, mon fils, c'est un roi d'Israël comme ça. Il est préférable que je n'ai pas d'enfant. Et lui dit, Ishayahu Hanavi, lui dit, c'est pas ton problème. Tu dois pas rentrer dans les affaires divines. C'est ce qu'il lui dit toi, t'as la mitzvah de tout faire pour avoir des enfants. Après, est-ce que ton fils, il sera un tzaddik, il sera un rachat, toi, tu feras le maximum pour qu'il soit un tzaddik. Mais c'est pas de ton ressort. Toi, tu dois faire les mitzvot et tu dois pas penser qu'est-ce qui se passera dans l'avenir, etc., etc. Bon, alors, ça se termine, Chizkiyahu lui dit, t'as pas une fille par hasard? Si déjà. Déjà, tu viens pour proposer. En plus, moi, je suis le roi d'Israël, toi, t'es un prophète. Peut-être qu'on aura un enfant, on aura un bon yichus, comme on dit, ok? Peut-être que l'enfant qu'on aura, il sera pas si mal que ça. Et donc, il s'est marié avec la fille de Ishayahu. Il est né un enfant qui s'appelle Ménaché, qui était un des pires rois d'Israël. Il a tué son grand-père, il a tué entre autres le prophète Ishayahu, Isaïe. Mais à la fin de ses jours, il a fait tchouva. Donc... Est-ce que ça valait le coup? Voilà. Nul ne sait. Mais là, on voit encore une fois le fait que on doit tout faire pour avoir des enfants, Mirza Hashem. On doit se remettre en question. Voilà, les questions qui ont été posées entre autres par les commentateurs de ce passage talmudique, c'est vraiment pourquoi lui a parlé de cette manière virulente. Il avait raison. On parle pas à quelqu'un qui est malade de cette manière. Non, pour qu'il fasse tchouva, pour qu'il sache. Donc, encore une fois, on est dans deux dimensions. On a la dimension personnelle, la personne doit se dire pourquoi c'est tombé sur moi. Pourquoi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois réaliser, pourquoi je suis confronté à ce problème. Et d'un autre côté, j'ai l'obligation de tout faire pour aller prendre des traitements. Je pose ma question à mon rabbin, savoir ce qui est permis, pas ce qui n'est pas permis, dans quelle modalité, etc. Mais voilà. Donc, voilà.